là dans les mêmes conditions qu'ils interviennent pour la formation continue. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas dire « je finance tel ou tel CFA parce que je décide que je dois le financer ». Il va falloir donner les critères qui permettent à des CFA d'aller chercher des financements et tous les gens qui remplissent les conditions devraient pouvoir prétendre au même type de financement. Alors ça peut être des critères de public, ça peut être des critères de secteur géographique, de domaine dans lequel on intervient, bref, ça peut être tout ce que l'on veut. Mais il faudra quand même définir une politique et des conditions. Donc ça, c'est le nouvel environnement de financement, avec donc, ce que j'appelle compétition dans les titres, hein, parce que j'avais pris ici un exemple pour le secteur du bâtiment. J'avais regardé ce qui existait comme offre avec des titres chez vous. Alors c'est marrant parce que c'est un secteur, c'est pour ça que j'ai pris comme exemple. Plus on monte en niveau, mais c'est assez souvent le cas, et plus l'offre est diversifiée, plus on trouve de titres. Souvent, il n'y a pas tellement de choix sur les niveaux 5. Et puis après, quand on monte en niveau, ça s'élargit. Mais on a le choix. Alors, c'est un choix, vu le financement au coût contrat, qui pourrait mixer plusieurs paramètres. D'abord, quelle est la qualité de la certification? Quelle est la qualité de ceux qui y préparent? Et puis, quelle est la durée de formation? Parce que demain, j'ai un coût pour les... et quelle est la capacité de l'organisme à éventuellement positionner le jeune au départ? Parce qu'ensuite, si pour arriver à la certif, il me faut 300 heures ou 500 heures ou 600 heures, je suis payé pareil. Je suis payé au coût contrat. Vous voyez, ce n'est pas la durée qui va faire le paiement. Et donc, vous voyez tous les calculs auxquels on peut se livrer dans ce cadre-là. Mais vu du côté d'une entreprise ou d'un côté du jeune, si je suis plus motivé par l'activité que par la formation, ben avoir 300 heures de formation en avoir 6 ans, ce n'est pas pareil. Et si je suis une entreprise, avoir un jeune qui est 300 heures de plus, donc 2 mois sur un an en entreprise plutôt qu'en centre de formation, ce n'est pas pareil non plus, bien évidemment, dans le calcul. Donc ça crée entre l'offre certifiante, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais il fut un temps où vous étiez le réseau des Greta dans son ensemble, hein, le réseau qui préparait le plus au titre du ministère du Travail. Ça doit être toujours, je pense que c'est une stat qui doit rester d'actualité. Bon, ben voilà, c'est une des, vous voyez, une des problématiques qu'il va y avoir, c'est avec quelle offre de certification je travaille, quoi. Qu'est-ce que je mets à disposition? Qu'est-ce qui intéresse le plus, finalement, ceux qui sont concernés? Parce qu'avant, je vendais ma certif au conseil régional. Ils la prenaient ou ils ne la prenaient pas. Là, je la vends aux entreprises et aux jeunes, hein. Et je me retrouve potentiellement avec d'autres qui, sur les mêmes métiers, pourraient travailler avec d'autres certifications. Ça veut dire que quand je construis mon offre d'apprentissage, je ne peux pas faire l'économie de dire sur les métiers auxquels nous préparons avec les certifications que nous avons choisies, quelles sont les offres alternatives, est-ce qu'il en existe? Et est-ce qu'il en existe concrètement sur notre territoire, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en compétition ou pas du tout? Ça peut changer un peu la donne, hein. Donc, on est obligé de faire ce diag par métier. Oui. Exclus. Oui, exclus, oui. Oui. Les CQP sont inscrits au répertoire, mais pas en tant que titre ou que diplôme, et donc ils n'ouvrent toujours pas droit à l'apprentissage. Si les branches veulent que leur CQP soit éligible, il faut qu'elles les transforment en titre. Oui. Non, parce que l'apprentissage n'est ouvert que sur le titre complet. Par contre, ce qui peut vous permettre d'en reparler, c'est que vous avez la possibilité de moduler le parcours de formation en faisant un positionnement du jeune à l'entrée. Et de moduler du coup la durée du contrat aussi. Puisqu'on n'est plus sur une durée préfixe d'une année, on peut faire des contrats éventuellement plus courts, en descendant au minimum à 6 mois, quoi. Mais je peux faire des contrats de 8, 9 mois, etc. Oui, pour l'apprentissage. Oui, c'était limite. C'était 1 an minimum, c'était 1 année. Et donc là, je peux descendre à 6 mois. Je peux descendre à 6 mois si je fais une validation, puisque je suis obligé de faire... On a fait sauter du coup la barrière de 400 heures minimum, et on l'a traduit par 25% minimum de la durée du contrat, ce qui sur 1 an revient au même, ça fait 400 heures. Mais si je fais plus court, ce n'est pas la même chose. Donc on a assoupli. En fait, on a introduit sur le contrat d'apprentissage ce qu'on pouvait faire sur le contrat pro. Et pour égaliser
les situations, raccourcir les parcours si nécessaire, pas refaire faire aux jeunes ce qu'on peut valider à l'entrée, etc. Et vous voyez que je peux faire du CPF sur des blocs de compétences. Je ne peux pas faire d'apprentissage sur des blocs de compétences, mais je peux faire un positionnement et une sorte de validation mais il faudra quand même présenter le jeune à la totalité de l'examen, qui passe la totalité. Mais je peux adapter le parcours. Ça veut dire que si, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, se pose la question d'une sorte de plateforme de positionnement pour tous les candidats qu'on reçoit, pour savoir exactement comment on découpe et on articule les parcours, quoi. Parce que si je fais que du standard, je me prive de capacité finalement. Et je vous rappelle qu'avant, on ne le faisait pas, ou on le faisait peu, parce que je me pénalisais moi-même en faisant des parcours plus courts parce que j'étais payé à l'heure, mais qu'avec un financement au coût contrat, la question ne se pose plus du tout comme ça. On va me payer l'activité de positionnement, la réduction de parcours, ce qui sera peut-être une attractivité supérieure pour les candidats. Oui, allez-y. Ah non, non, sur le fait que le jeune soit arrivé au bout. Ah non, 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 il n'y a pas d'obligation de résultat. L'obligation de résultat, elle est différente. C'est qu'on vous oblige, comme tout le monde, hein, on oblige à la publication des résultats. Donc vous serez obligé de dire quels sont vos taux d'insertion et vos taux de réussite au diplôme, de les afficher. Et ça peut éventuellement jouer sur votre recrutement ultérieur. Et c'est tout. C'est-à-dire que les gens qui se placent dans une logique exclusivement économique, voyez, qui dit je vais prendre les diplômes où il y a le moins de durée de formation, je vais faire du low cost en quelque sorte et je serai payé pareil. Vous voyez, si ça vaut, je serai payé au prix de toute façon, au prix du diplôme, mais je vais faire le plus court possible. Bon, tant que ça marche et que les jeunes arrivent à avoir l'assertif et qu'ils arrivent à trouver du boulot derrière, personne ne pourra rien leur reprocher. Hein. Ils font leur boulot. Après, on jugera sur pièce quand même. Hein. Mais là-dessus, chacun prend son risque. Alors, ce qui donne donc un bouleversement, évidemment, du mode de financement de l'apprentissage, le coût contrat ne correspond pas nécessairement au coût réel. On est parti quand même des coûts réels pour essayer de voir ce que ça donnait, mais on a fait beaucoup d'approximations parce qu'on a travaillé sur des gros volumes et sur des moyennes, donc c'est un peu approximatif, les coûts. Ceci dit, quand vous regardez les coûts de France Compétences, hier le ministère a annoncé 78% des diplômes ont un coût supérieur à leur coût de financement actuel. C'est ça quand même le résultat. Hein. C'est-à-dire que les arbitrages de France Compétences ont quand même été généreux. On va dire ça comme ça. Et même, pour certains, mais là je ne donne pas de nom, très généreux. Très généreux. C'est-à-dire que clairement, il y a des jackpots, quoi. Il y a des gens qui vont se retrouver avec des niveaux de financement qui sont... enfin bon, bref. Mais il y a deux raisons à ça. C'est que, d'abord, vous connaissez la situation, les régions l'ont suffisamment dit, on a plus de la moitié des CFA actuels qui ont des déficits d'exploitation qui étaient couverts par les régions. Et le gouvernement n'a pas voulu que la réforme se traduise par des fermetures retentissantes de CFA qui n'arriveraient plus à joindre les deux bouts. Donc on a quand même pris une marge de sécurité. La deuxième chose, c'est qu'on veut quand même booster le dispositif. Donc on met des prix attractifs de manière à ce que des opérateurs nouveaux viennent sur le marché. C'est une évidence. Et la troisième, c'est que ces coûts ne sont donnés que pour 2 ans. Et c'est là quand même une petite vigilance. C'est-à-dire qu'ils sont révisables. Donc ils sont garantis 2 ans. Au-delà, ils ne sont pas garantis. Donc, si je m'aperçois qu'il y a manifestement des segments où je suis très au-delà des coûts réels et où les gens dégagent des marges considérables sur cette activité, on reverra vraisemblablement les tarifs à la baisse, mais dans 2 ans. En attendant, tous ceux qui seront rentrés seront... c'est à tel point plus favorable que les coûts préfecture qu'on s'est aperçu, enfin le gouvernement s'est aperçu que d'abord, il y avait les gens qui... ont pour projet de décaler les rentrées. Vous voyez ? C'est-à-dire que si je rentre des jeunes en octobre en apprentissage, ils sont payés au coût préfecture. Les OPCO prendront le relais, mais je resterai pendant 2 ans, si je fais 2 ans, sur les coûts préfecture. Alors que si j'attends le 1er janvier pour les recruter, je suis sur les coûts contrats.
je ne fais pas un dessin, hein, il vaut mieux que je m'abstienne pendant 2 mois. Si je dois gagner 2 000 € par jeune que je recrute, si j'en ai 20, ça fait 40 000 €. Enfin bref, c'est considérable. Et puis, on voit même des CFA actuels créer des structures parallèles, donc un autre CFA à côté, pour basculer directement sur les coûts contrats, parce que s'ils les prennent, vous voyez, ils ne vont pas faire leur quota région, ils vont basculer sur les coûts contrats avec une structure neuve pour démarrer directement sur cette activité-là. Tellement le différentiel est important. Vous ne pouvez pas empêcher, quand vous avez des changements de règles et des écarts significatifs de financement, que tout le monde fasse ses petits calculs et se demande comment il s'organise. Voilà. Alors le gouvernement dit il va falloir qu'on soit vigilant sur la question. En fait, je ne sais pas trop ce qu'est la vigilance. Je peux interdire à personne d'ouvrir une structure et de démarrer une activité. Il n'y a pas beaucoup de problèmes à ça. Donc, on est sur... tout à l'heure, je vous disais, le seul dispositif où les financements sont à la hausse, mais c'est quasiment vrai pour quasiment tous les diplômes, y compris en coût unitaire. Là. On aura de meilleurs financements. Donc, parce qu'on souhaite créer cette attractivité, tout en disant le coût contrat n'est pas le seul mode de financement. Il peut y avoir évidemment les régions qui financent, qui interviennent, toujours. Alors investissement et fonctionnement, on peut faire les deux. Se posera la question des réserves. On a donné à France Compétences la capacité d'aller faire les comptes des CFA à la fin de l'année 2019. Et oui, c'était les régions qui étaient censées faire ça tous les ans. C'est-à-dire que si j'ai des réserves sur l'apprentissage, je dois les réaffecter à l'apprentissage ou les rendre au conseil régional. Et donc chaque conseil régional a sa politique dans ce domaine. Le plus souvent, quand même, les régions négociaient ce qu'on en faisait plutôt que de repiquer l'argent. Mais là, c'est France Compétences qui est chargée de faire ça en disant je peux recevoir tous les comptes des 1000 CFA existants pour savoir où ils en sont. Et la question qui se pose, c'est pas que l'exercice 2019, c'est qu'il y en a qui ont des réserves. Et l'État dit, mais des réserves constituées sur la taxe d'apprentissage ou sur des financements régionaux, donc sur de l'impôt, ça nous appartient. Bon, alors, on va voir, là c'est pareil, hein, on est dans un objectif de développement, donc on va dire aux gens, les réserves, vous les investissez. Vous les investissez, vous ouvrez des nouvelles sections, faites ce que vous voulez, mais bref. Donc la question des réserves se pose, le financement des branches se pose, et puis, alors c'est une problématique qui va se poser vraisemblablement pour le supérieur. Dans le supérieur, c'est le seul domaine, je pense, où France Compétences a retenu des taux au coût contrat inférieurs au coût réel. Et notamment pour les grandes écoles. C'est-à-dire que là, vous avez des grandes écoles qui facturent leur cursus 16 000, 18 000, 20 000 €. On est sur des coûts contrats qui sont en moyenne autour de 10. Et donc, la question se pose. Soit elles arrêtent de faire de l'apprentissage, soit qu'est-ce qu'elles font du différentiel. Et là-dessus, on dit, bah, écoutez, puisqu'on est dans le supérieur, on a une valeur ajoutée de l'apprenti qui est déjà conséquente. En général, c'est des apprentis d'un âge plus avancé, qui ont déjà un background, etc. Donc, bref, si l'entreprise fait de l'apprentissage, elle doit pouvoir payer un complément et pas être un financement à 100%. Donc si elle ne peut pas mettre pour un ingénieur par apprentissage 5 000 € sur son cursus de formation, ce n'est pas la peine. Donc c'est elle qui fera le... Donc on a la capacité à financer, enfin à facturer à l'entreprise un différentiel. La seule interdiction, c'est que je ne peux pas facturer aux jeunes ou aux familles. Ça, c'est toujours interdit. Mais je peux facturer aux entreprises. Après, c'est une question de... Est-ce que si je facture quelque chose aux entreprises, c'est un repoussoir qui fait que je ne les ai plus, ou alors est-ce qu'elles acceptent ce coût supplémentaire? Oui, je vais vous prendre un exemple. Il y a une branche qui, sur l'apprentissage, c'est les vétérinaires. Ils facturent quand même aux vétérinaires 4 000 € l'apprenti en plus du coût de l'apprentissage. Ben, ça n'empêche pas qu'on a 2 000 ou 2 500 apprentis chez vétérinaires. Hein. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. Donc on a une... Après se pose la question de comment j'équilibre les ressources. Est-ce que j'ai des ressources à mettre là-dessus pour les développer? Et puis il y a une dernière question qui va se poser, qui est la suivante. À partir du moment où les régions n'ont plus la maîtrise de la carte, il n'y a plus de carte régionale de l'apprentissage. La carte régionale permettait notamment de maîtriser les investissements. Demain, il n'y a plus ça. Donc, si je me retrouve avec X et X CFA
positionnés sur les mêmes métiers, etc. Il est évident qu'on ne va pas avoir la course à l'échalote de je vais financer des plateaux techniques partout. Donc soit les gens se débrouillent et les partagent. Ils s'arrangent. Ils font du maillage. Et oui. Je vous rappelle que partager l'investissement est une manière d'en réduire le coût. Donc si je ne peux pas le financer tout seul dans le cadre des coûts contrats, il faut que je trouve des gens pour le faire avec moi. Ou alors, on va vous demander, et peut-être que les OPCO auront cette mission-là, d'identifier, vous voyez, ça va revenir à ce qu'on disait sur la FES tout à l'heure, s'il n'y a pas des ressources, des entreprises qui ont des capacités d'accueil, en gros, au lieu de refinancer des... Je vais donner un exemple. Je travaille avec l'imprimerie. L'imprimerie, une machine un peu performante aujourd'hui, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros. Donc, réinvestir dans le cadre des coûts contrats tous les 4 ans ou 5 ans 600 000 euros ou 1 million d'euros sur des machines pour avoir des plateaux techniques adaptés, ce n'est pas possible. Donc, soit je trouve les entreprises qui ont ces machines-là, et toute la question c'est est-ce qu'il y a des temps disponibles? Est-ce qu'il y a des capacités d'accueil? Est-ce qu'on peut organiser le fait que les apprentis se forment en situation, et d'ailleurs rétribuer l'entreprise pour ça, bien évidemment, rétribuer ou pas. Et ça va se poser, je pense, pour tous les secteurs. Et ça pourrait être une fonction des OPCO que d'être une sorte de collecteur de ressources, donc de recenser auprès des entreprises quelles sont leurs capacités d'accueil pour structurer des parcours de formation. Et là, on a fait beaucoup de... Enfin, le ministère, surtout parce qu'il voulait... Oui, pardon, allez-y. J'ai voulu. Pourquoi? Ah oui, parce qu'on enregistre. Oui, alors dans cette logique-là, pourquoi est-ce qu'ils travailleraient avec nous? Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas plutôt leur CFA privé? Alors, pour plusieurs raisons. Quand vous faites le... Quand vous faites le diagnostic, avant de créer un CFA, quand même, il faut un peu regarder. Quand vous faites le diagnostic, pour que je crée un CFA, il faut que j'ai les flux, vous voyez, il faut que j'ai les ressources, il faut que j'ai les ressources sur la totalité du cursus que je veux faire, ou que je trouve des partenaires, etc. Et après, il va falloir que je remplisse les obligations propres d'un établissement de formation, la certification, etc. Bon. Pour une entreprise, elle peut le faire. Hein. Il y en a qui ont largement les moyens de le faire, pas de problème, qui vont d'ailleurs le faire. Très bien. Mais est-ce que la solution de dire je trouve un partenaire qui est déjà CFA, je m'embête de rien sur les obligations, je fais juste en sorte que ce que je fais moi rentre dans ce schéma-là. Mais je n'ai rien à gérer de tout ça, donc je n'ai pas les coûts qui vont avec non plus. Hein. C'est déjà fait par ailleurs. Après, s'il y a des parties de formation que je ne sais pas faire, sur l'enseignement général, par exemple, etc., c'est mon partenaire qui le fait. Et moi, je fais la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire, en gros, la customisation des compétences professionnelles à mon environnement à moi, tout en préparant au diplôme. Ben, c'est un format qui est beaucoup plus économique, qui est beaucoup plus simple, dans lequel je peux rentrer plus directement, et la question, c'est de trouver les bons partenaires. Et alors ça, je vous dis sur des grands réseaux de CFA, ce à quoi on se prépare aujourd'hui, c'est est-ce que demain, je suis producteur ou est-ce que je suis coproducteur? Est-ce que j'offre, et il y en a même qui vont plus loin, qui disent je suis une plateforme d'hébergement. Je suis une plateforme d'hébergement de projets d'entreprises qui souhaiteraient, parce qu'elles ont le flux suffisant, elles ont le volume, qui souhaiteraient créer leur section. Pour un diplôme auquel je suis capable, moi, de préparer, je remplis toutes les obligations administratives, c'est pas leur, du CFA. Vous voyez, une boîte qui va avoir un flux, je sais pas, de 20 ou 30 apprentis dans l'année, c'est déjà une belle opération. Mais est-ce que pour autant, elle va avoir un référent mobilité internationale, un référent handicap, etc., rentrer dans le référentiel CFA, se faire auditer par un organisme cofraqué, etc. Vous voyez, c'est plus simple de venir vous voir, on fait une convention, vous m'hébergez, vous avez rempli toutes les conditions, j'en bénéficie à hauteur de ce dont j'ai besoin, et puis on travaille ensemble. Enfin, ça me paraît de loin beaucoup plus simple, beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus immédiat. Et en plus, on peut regarder où on fixe la barre. Qu'est-ce que vous prenez vous comme formation et quelle est la part que je prends moi? Et donc, je vous ai fait un petit schéma qui correspond à ça. C'est que pour une entreprise, je vous ai rappelé les conditions pour être CFA, mais surtout le calcul, il est là, vous voyez, que l'on aille déjeuner
La quatrième thématique, et je vais aller plus vite là-dessus. On a donc monétisé le CPF. Bon, tous les partenaires sociaux, syndicats, patronat, étaient contre la monétisation. Et le gouvernement a dit « je le fais ». D'abord parce qu'il tenait à ce qu'on ait une unité de compte en euros. Mais ça, c'est les économistes, vous voyez. Les heures, pour eux, ça ne parle pas. Il fait les euros. En disant, ce sera plus lisible pour les individus. On verra. Mais surtout, il y avait cet objectif de dire, les gens ont un budget. Vous avez peut-être constaté, d'ailleurs, pour ceux qui travaillent avec le CPF, que chez certains OPCA, le passage à l'euro a été un peu difficile en début d'année. C'est-à-dire que vous avez encore des gens qui vous financent les CPF à l'heure et qui donc expliquent à des gens qui ont 1000 euros sur leur compte qu'on va prendre en charge 600 euros du coût de leur formation et qu'ils auront 400 à leur charge, alors qu'ils ont 1000 sur le compte. Pour les individus, c'est incompréhensible. Et en plus, ce n'est pas la règle. Hein. Enfin, ça veut dire qu'ils sont dans l'illégalité d'avoir ce type de pratique. Mais il a quand même fallu leur expliquer. Donc, on a voulu rompre le lien entre durée de formation et prix. Et ça, regardez, vous faites de la formation distancielle. J'ai indiqué tout à l'heure, il n'y a pas de durée. Distancielle avec ressources ouvertes de manière illimitée pendant 3 mois. Il n'y a pas de durée. Et les gens utilisent les outils autant qu'ils veulent. Et à un moment donné, ils s'évaluent, etc. On voit s'ils ont acquis les compétences ou pas. Mais, et donc, du coup, la notion d'acheter la formation avec, en fonction du temps qu'elle dure est une aberration économique. Donc, du coup, on l'a changé ici. Vous trouverez les calculs. Ça, c'est le calcul optimiste. C'est ce que ça peut donner pour des gens qui auraient... Alors, ça, vous voyez, la difficulté quand même. Si jamais je veux développer une offre sur le CPF ou si je la développe, il faudrait que j'explique tout ça aux individus. Vous voyez, si je veux leur trouver le truc financier. C'est-à-dire que je leur explique, vous savez, si jamais vous avez été salarié entre 2004 et 2014, vous avez potentiellement 1800 euros à votre disposition sous la forme de 120 heures de diff, mais si vous retrouvez les attestations de vos employeurs du moment, etc. Et après, je vous explique où ça se trouve, où il faut le mettre, comment il faut le faire, etc. Bon, des organismes qui mettent à disposition des gens, parce que c'est chronophage, hein, qui mettent à dispo des gens pour faire ça, c'est la condition pour développer une activité où on utilise systématiquement ce dispositif. On a un petit effet d'aubaine qui dure encore cette année, c'est que les OPCO ont encore ça en charge et qu'ils peuvent abonder. À la fin de l'année, c'est fini. Les gens, ils ont leurs droits, point final. Donc on va faire avec 1000, 2000 euros. Et quand vous faites le... Enfin, quand on regarde d'ailleurs les chiffres que nous donnent les OPCO, en 2018, 400 000 salariés à peu près qui ont bénéficié d'un financement au titre du CPF, 80%, c'est l'entreprise qui a fait le dossier, qui s'est occupée de tout. 20%, 15-20%, c'est venu par le salarié. On n'est pas sûr d'ailleurs que l'entreprise n'ait pas participé, mais enfin c'est venu par lui. Mais si vous faites le calcul, 15 ou 20% de 400 000, ça vous en fait, allez, 60-80 000. Est-ce que ça fait un marché ? 60-80 000 fois 1000 ou 2000 euros à dispo des individus. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup, pour moi c'est une vraie question sur le CPF, est-ce que ça vaut le coup de dédier des gens, une activité, une structure, pour derrière des personnes, vous voyez, pour développer un marché direct d'accès à l'individu. Bon. Chacun a la réponse. Moi, le CPF, ça reste un outil de travail avec l'entreprise. C'est-à-dire, je travaille avec une entreprise, la question est de savoir s'il est en capacité d'accompagner, d'aider, ou si je lui file un coup de main, pour que ses salariés utilisent ça parce que le projet les intéresse. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, ce n'est pas une source de financement suffisamment autonome pour... Alors, deux choses pour conclure. Depuis le 1er janvier, tout le certifiant est ouvert, l'intégralité du certifiant est ouvert au CPF. Donc ça fait une offre très élargie quand même par rapport, 10 000 titres RNCP, 3 ou 4 000 certifications enregistrées au répertoire spécifique, les blocs de compétences. Donc on a une offre très large à disposition. Et d'ailleurs, tellement large, la Caisse des dépôts nous a fait la liste, hein,
je crois, 15 000 ou 16 000 certifications. Mais vous voyez, pour un individu, j'ai 16 000 certifications à ma disposition. Il faut que je comprenne que certification et formation, c'est pas pareil, que c'est pas celui qui délivre la certif qui est forcément celui qui fait la formation. Enfin bon, donc on est quand même encore sur un dispositif, vous voyez. Et donc il faut quand même pas mal accompagner. Ça, c'est le premier changement. Donc l'offre est potentiellement très large, mais la ressource, elle, est en voie de paupérisation progressive. L'an dernier, des abondements abondants, cette année, beaucoup moins. Et à la fin de l'année, il vous faudra passer en plus sous les fourches codines de la Caisse des dépôts, puisqu'il faudra rentrer dans son système et y faire figurer son offre pour travailler avec l'appli à partir de la fin d'année. Donc je pense qu'il faut réfléchir, je passe sur le CPF de transition, je t'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Je pense qu'il faut réfléchir à son offre et peut-être le voir, je disais, à partir de l'entreprise, sur ce que pourrait, comme relais ou comme vecteur de diffusion de l'offre. J'ai fait quatre champs possibles. Le premier, c'est l'offre éligible que vous avez, un employeur peut la diffuser auprès de ses salariés en disant, regardez si ça vous intéresse, si c'est finançable par le CPF. Du coup, pour lui, c'est gratuit, si c'est financé par le CPF. Et s'ils font ça sur leur temps perso, si on arrive à l'organiser en dehors du temps de travail, aucun impact. Mais quand même, ça permet d'aider les gens à suivre ce qui pourrait les intéresser. Après, ils pourraient accompagner ça en permettant qu'une partie du temps soit prise sur le temps de travail. Ils pourraient l'accompagner en finançant une partie, mais on se rapproche là de ce qui l'intéresse. Et au final, il pourrait avoir la logique de dire inversé, on ne part pas du CPF et du salarié, on part de la politique de l'entreprise, on regarde ce qu'il a dedans pourrait être certifiant et ce qu'il a dedans pourrait recueillir l'accord des salariés pour avoir un financement complémentaire. Et vous voyez que travailler sur ce segment-là, il faut être prêt à faire preuve de pédagogie, accompagner les gens, information, etc. Sinon... Et je ne crois pas beaucoup au miracle de l'application pour... bon, je pense que d'ailleurs, c'est source de confusion parce que dans l'application, d'ailleurs, on a vous savez qu'ils veulent privilégier les critères géographiques dans l'application. C'est-à-dire que les gens puissent trouver la formation près de chez eux. Parce que c'est le plus accessible, c'est le plus simple, etc. Donc on voudrait donner, dans l'appli, les gens sont géolocalisés et on leur donne le... Et du coup, la Caisse des dépôts dit on va privilégier ce critère-là. Donc vous aurez une offre de proximité. Et on leur dit, mais du coup, toute l'offre de formation à distance, c'est celle qui apparaît premier. Puisque par définition, c'est celle qui est la plus proche. Puisque vous pouvez la suivre depuis chez vous. Donc il n'y a pas plus proche. Et donc, ils n'avaient pas intégré exactement de géolocaliser une offre de formation distancielle que l'on peut suivre avec des organismes qui sont situés n'importe où. Ils en étaient à recenser les adresses physiques des organismes pour les... voilà. Alors, ce n'est pas à votre désavantage. Hein. Vous avez un maillage qui va à peu près bien dans ce contexte-là. Donc, vous serez plutôt favorisé par ce type de critères. On verra ce que ça donne. Je vais m'en tenir là pour ce matin. Si sur